Jean Casgrain vit avec sa femme Renée et ses 4 enfants dans l'immeuble au-dessus du magasin familial. Il s'apprête à reprendre les affaires de son père, des affaires très prometteuses. Dans la capitale, qui à cette époque ne compte que très peu de civettes, c'est l'ancêtre du bar tabac, au Sultan a une place de choix. Le magasin est situé rue Boulevard Poissonnière dans le 2e arrondissement. Jean Casgrain a de qui tenir. Son père avait changé de nom sur un coup de tête car le sien ne lui plaisait pas. Il s'est marié avec sa cousine en se fichant royalement du candidaton. Le caractère dans la famille, ce n'est pas une légende. Jean est un fin débrouillard. Il est curieux de tout. Il a fait l'école polytechnique, c'est un chimiste œnologue qualifié, mais il a aussi été éleveur de cochons, vendeur de sapins pour Noël, le tout complété par une maîtrise de l'anglais et de l'allemand comme on en voit peu à l'époque. Dans un Paris occupé, au Sultan apparaît comme un rayon de soleil. Chaque habitant ayant droit à un paquet de cigarettes par semaine, la civette prend très vite des allures d'épicentre commercial. Et le phénomène s'amplifie à la Libération de Paris en 1944. L'adresse du boulevard Poissonnière devient alors incontournable, les troupes alliées se pressent pour se fournir en tabac et la surprise, les militaires raffolent de pipes. La vente de pipes s'enflamme. Alors forcément, quand tout ce beau monde quitte Paris en 1945, l'activité de la civette s'en ressent. Mais Jean Casgrain n'a pas dit son dernier mot. Ce serait mal le connaître. Si les stocks de pipes ont du mal à s'écouler, Jean vendra des pipes encore plus belles, de celles qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Puis, une idée lumineuse lui vient. Vu qu'on gaine déjà d'autres articles pour fumeurs, comme les étuis à cigarettes, pourquoi ne pas travailler le gainage sur pipe? C'est bien plus chic et c'est visionnaire. Et c'est cette brillante idée qui signe l'entrée des produits Casgrain dans les magazines de luxe. Jean Casgrain choisit les plus beaux cuirs. Du veau à la chèvre en passant par le croco, il achète des pipes en grande quantité et les donne à gainer aux meilleurs artisans de Paris. Le travail de sellerie d'un si petit objet est à la fois insoupçonnable et colossal. La minutie des finitions se doit d'être impeccable car la pipe est un objet que l'on manipule beaucoup et que l'on voit de près. Très vite, la pipe gainée ne se contente plus de la vente au détail. Il faut désormais fournir les confrères et vendre en gros. En 1948, Jean monte sa société, Jean Casgrain et compagnie. Sans le savoir, il vient de donner naissance à une légende de la maroquinerie française. Rapidement, l'activité se structure et les rôles se répartissent naturellement. Madame Casgrain tient la civette et Jean installe un atelier de découpe du cuir sous les toits de son immeuble pour approvisionner les artisans de Paris dans les meilleurs délais. La fibre commerçante s'avérant être une seconde nature, Jean présente ses articles dans les vitrines des plus beaux hôtels et il vend même des pipes dans les magasins de l'armée américaine. À l'aube de la guerre froide, cette opération représente un nombre de points de vente incalculable. Depuis leur création, ces fameuses pipes gainées sont estampillées Longchamp. Alors d'où est-ce que ça vient? Eh bien c'est juridique. Le nom de Casgrain était déjà utilisé par un cousin d'Orléans dans une affaire de motocyclette. Un moulin figurait même sur l'enseigne en hommage à l'univers meunier dont découle le nom Casgrain. Si Jean ne peut donc pas utiliser son nom de famille dans sa propre affaire, la figure du moulin nourrit son imaginaire. Car au bout de l'hippodrome Longchamp se trouvait l'un des derniers moulins de Paris. Cet univers hippique allait de pair avec le travail du cuir que son entreprise a développé avec le gainage des pipes. Longchamp, c'est facile à prononcer dans toutes les langues,
Et il n'en faut pas plus pour convaincre Jean du potentiel de la marque. Pour jouer la carte équestre, Jean commande au dessinateur Turenne Chevalreau un logo de cheval fougueux. Chevalreau s'inspire des gravures du 19e siècle, où l'allure du cheval s'allonge, les 4 fers en l'air, lancés au galop et inarrêtables, comme Jean Casgrain dans le monde des affaires. À peine un an après sa création, la petite société de Jean Casgrain se fait une place auprès des plus grandes marques. Elle expose ses produits à la Foire de Paris, puis à la Semaine du Cuir, et les expositions professionnelles vont crescendo. Après les pipes gainées et les étuis à cigarettes, Jean Casgrain propose des couvertures de passeports dorées à la feuille d'or, puis des portefeuilles, des porte-cartes, des pochettes en cuir et même des housses de costumes en cuir d'agneau. Cette transition s'accompagne d'un bond fulgurant dans le monde de la fabrication de produits. Jean Casgrain, l'avant-gardiste, comprend qu'il lui faut rapidement développer sa capacité de production, encore très concentrée à Paris avec les ouvriers de la première heure. Grâce à un fournisseur, il fait la rencontre de monsieur et madame Hallé, un couple d'artisans qui fabriquent de très beaux sacs en cuir pour dames. Ils emploient une dizaine d'ouvrières aux doigts de fée et possèdent un atelier à Angers qui ne demande qu'à se développer. Jean Casgrain les met à l'essai. Les porte-cartes qu'il fabrique ont un succès immédiat. Il vient de trouver son fournisseur privilégié. Longchamp a 11 ans. Grâce à ses façonniers parisiens et maintenant aussi grâce au savoir-faire des ouvrières de monsieur Hallé, la marque glisse doucement en dehors de l'univers fumeur. La transition s'opère en douceur jusqu'en 1978 où l'on recense les dernières pipes au catalogue. Après en avoir réalisé près d'1 million d'exemplaires, Longchamp tourne une page de son histoire. Longchamp, c'est avant tout une histoire familiale, car elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans le dévouement sans faille de chacun de ses membres. Jean Casgrain, héritier de la civette et fondateur de l'entreprise, mène tout le monde à la baguette. En véritable chef d'orchestre, il délègue à ses enfants le plus tôt possible et il gère absolument tout en même temps. Philippe Casgrain, l'aîné, a participé aux affaires familiales dès son plus jeune âge. Des coups de main après l'école au poste de président de la maison, Monsieur Philippe, comme l'appellent les employés, a plus d'une histoire dans son sac. À partir du moment où mon père s'est lancé dans le commerce de gros, il y avait du travail pour tout le monde. Nous avons tous été réquisitionnés, pour ainsi dire. Mes parents m'ont envoyé très tôt aux 4 coins du monde. J'ai commencé à travailler dans une agence de transport à Birmingham, puis je suis partie faire le tour de l'Afrique tout seul à 16 ans. Mon père m'a mis dans un bateau à Londres et m'a récupéré 2 mois plus tard à Marseille. À mon retour, mon père m'a confié les régions de France où personne n'allait prospecter, c'est-à-dire tout le centre. Je n'avais que 17 ans. À 20 ans tout juste, son père l'envoie aux États-Unis et au Canada, et il ne manque pas de lui écrire des lettres dans lesquelles il charge son fils de missions commerciales très détaillées. Je compte sur toi pour visiter toutes les personnes importantes de New York, et certains peut-être même 2 fois. J'espère que tu vas nous envoyer des commandes. Je suis sûre que tu fais ce que tu peux, mais aie du culot et insiste. Jean Casgrain envoie son fils jouer les ambassadeurs dans les salons du monde entier. Et l'année d'après, en 1957, il repart aux États-Unis avec 7 valises sous le bras pour exposer ses produits à New York. Et c'est reparti pour un tour. Travaille sur rendez-vous avec assurance et fermeté. Tiens-moi au courant également des faits et gestes de la concurrence. Dans ses lettres, Jean Casgrain donne aussi des nouvelles de la famille. On y apprend que la propriété familiale est en travaux, que l'un de ses petits frères a commencé à travailler avec son père et que les 2 autres sont partis en séjour linguistique en Angleterre. Depuis le début, je vous dis que Jean Casgrain est un avant-gardiste. Et c'est difficile de l'expliquer autrement. C'est un homme qui pensait à tout avant tout le monde. Il avait 1 million d'idées par jour et une ambition comme on en voyait peu à l'époque. Mais enfin, qui dans les années 50 prédisait l'importance du marché américain jusqu'à envoyer ses enfants dans un pays étranger pour qu'ils parlent anglais afin de reprendre les affaires familiales? Aujourd'hui, ça nous paraît logique. Mais à l'époque, fallait le voir venir quand même. On apprend aussi que Monsieur Casgrain a acheté une voiture, la dernière DS, qu'il attendait avec impatience. Et sa femme écrit dans une lettre: ça y est, nous avons la voiture. J'aurais préféré une commande Louis XV, c'était le même prix. Papa a eu une bonne commande du Japon, je crois à 6 millions. Il est ravi. Tu sais, il le mérite. Ici, toujours beaucoup de travail. Nous avons pris beaucoup de retard du fait des livraisons export. 10 000 ou 12 000 pipes à livrer, je crois, etc. Et ça continue comme ça. Un jour, alors qu'il est encore à New York, Philippe reçoit une nouvelle lettre de son père. Il lui annonce qu'il est incorporé dans l'armée. Mon cher Philippe, ce matin, nous avons reçu ta feuille de route. Tu es convoqué pour le 4 mai à la base aérienne de Dijon. Philippe rentre donc de son aventure américaine plus tôt que prévu pour rejoindre l'armée française. Il passera 2 ans et demi en Algérie. Au début des années 60, l'aérogare d'Orly voit passer plus de visiteurs que la Tour Eiffel, environ 1 million par an. Cet engouement ne surprend pas Jean Casgrain.
Son œil affûté avait déjà repéré la fascination de l'époque pour la modernité, et il a placé ses pions. Dès le début des travaux, il s'est associé au projet de boutique et il a réservé son emplacement. Seul contre tous, il croit en son idée plus que tout. Si son entourage pense que vendre des bagages dans un aéroport, c'est voué à l'échec, Jean Casgrain va leur prouver le contraire. Depuis sa création, Longchamp a connu du succès auprès des militaires français, puis américains, mais ses points de vente sont très exclusifs. En se plaçant dans les aéroports, en zone publique, puis en zone sous douane, l'entreprise de Jean Casgrain s'ouvre au grand public. Et le potentiel est infini. Et c'est la petite sœur de Philippe, Brigitte, qui est chargée de gérer le stand d'Orly. Elle n'a pas encore 18 ans, mais dans la famille c'est comme ça. Il n'y a aucun Casgrain qui n'a pas été réquisitionné pour participer à l'effort collectif. La boutique vend des articles Longchamp, bien sûr, mais aussi d'autres marques, comme des valises Samsonite, à la pointe de la technologie que tout le monde s'arrache. Doucement mais sûrement, Longchamp se fait un nom auprès des élites du monde en transit à Paris. Longchamp vend des valises à l'appel. Bon, faut dire que la concurrence n'est pas très rude. L'aérogare d'Orly, à l'époque, c'est une pharmacie, un bureau de presse et une parfumerie. À l'aube des duty-free et autres tentations en tout genre, les Casgrain marquent leur territoire avant les autres. La force de Jean Casgrain, je trouve, c'est sa lucidité en même temps que son humilité. Avec son esprit vif et ses idées qui fusent, on pourrait croire qu'il se précipite. Mais il sait voir quand il faut être rapide et quand il faut prendre son temps. Parce qu'il aurait pu être fier et vouloir que sa marque soit la seule vendue dans le nouvel aéroport. Vendre d'autres marques en plus de la sienne, c'est intelligent. Il se sert de la réputation des autres marques pour glisser ses propres produits et il met son nom sur la devanture. Si chaque branche de la dynastie commence à développer ses propres activités, l'éclatement familial n'est pas du tout au goût du jour. Même lorsque Jean Casgrain décide d'aller s'installer hors de Paris, les liens familiaux restent très solides. Dans sa grande maison de Ville-d'Auvray, les déjeuners du dimanche sont religieux. On y parle de la semaine, des projets en cours, des cuirs dénichés dans le monde entier. Et après le repas, Jean Casgrain avait pour habitude de réunir la famille dans le bureau, où il distribuait les feuilles de route hebdomadaires. Tout est scrupuleusement noté, avec des directives toujours très claires, et aussi des annotations et des conseils pour chacun. Mais le 16 décembre 1972, littéralement une semaine avant Noël, un accident de voiture emporte Jean Casgrain. Il y a un des frères qui a dit « Lorsque Monsieur Casgrain s'est tué, j'ai perdu mon père et mon patron. » La maison Longchamp a égaré sa boussole sans préavis. Encore un défi de la vie. Après la disparition de leur père, les 4 enfants, Philippe, Jean-François, Brigitte et Dominique, trouvent rapidement leur équilibre. Leur intégration précoce dans l'entreprise prend alors tout son sens. Philippe et Jean-François restent à la création, pendant que Brigitte et Dominique se chargent de la distribution. Longchamp s'implante à New York, dans l'Empire State Building lui-même, mais aussi sur Madison Avenue. La petite famille s'associe à un Chinois, Johnny Chun, qui leur ouvre les portes du marché asiatique. Et c'est là leur coup de génie. À l'époque, peu de marques de luxe exposent leurs produits en Asie, voire aucune. La voie est libre. Le succès de Longchamp auprès de la gente féminine démarre avec la ligne LM. Et c'est le Japon qui réserve un accueil royal à cette nouvelle collection de sacs à main, et la France suivra 10 ans plus tard. Alors que l'entreprise familiale est en pleine expansion, un nouveau malheur s'abat sur la famille. C'est Madame Casgrain. Abattue depuis la mort de son mari, elle s'éteint en 1980. Philippe devient alors président de Longchamp et Jean-François, qui rêvait d'autres horizons, se retire discrètement des affaires familiales. Les Casgrain sont moins nombreux, certes, mais l'entreprise ne s'est jamais si bien portée. Les campagnes publicitaires, jusqu'alors très discrètes, se déploient dans tous les magazines. Dès 1984, Longchamp affirme son identité dans l'univers équestre et au fur et à mesure des années, la présence féminine se voit de plus en plus dans ses campagnes publicitaires. Longchamp, fabricant maroquinier, prend tous les codes d'une véritable marque de luxe et elle affirme son style. L'histoire pourrait s'arrêter là, et elle serait déjà très belle. Mais Philippe Casgrain tient de son père. Il voulait inscrire Longchamp dans le temps, pour qu'elle devienne inoubliable. 20 ans après la mort de son père fondateur, Longchamp prend un nouveau tournant. Depuis qu'il a pris la tête de la création, Philippe Casgrain se creuse la tête. Comment concilier le poids d'une plume et la solidité d'un sac? La légèreté est un véritable casse-tête dans le métier. Alors Philippe cherche sans cesse de nouvelles idées. Et comme un clin d'œil du destin, c'est un ancien collègue à lui, maroquinier,
qui vient à lui avec une proposition. Il s'est reconverti dans le commerce de nylon enduit pour l'armée française. Et il propose à Philippe d'acheter un stock de toiles déclassées. Parce qu'en fait, le moindre petit accroc condamne des mètres carrés entiers d'une toile pourtant parfaite, aux yeux de l'armée française, du moins. Philippe rachète ces toiles à un prix préférentiel. Le nylon est impeccable. Il décide de l'accorder avec du cuir, ce qui embellit la matière sans alourdir le produit fini. C'est du génie. Face aux valises trop lourdes ou aux sacs trop fragiles, Longchamp propose une matière inédite dans la maroquinerie traditionnelle. Et elle entame sa révolution au rayon bagagerie. Trousse de toilette, porte-habits, sac de voyage, sac de sport. Pour la première fois, le tissu technique se mêle à la noblesse du cuir. C'est un succès immédiat. Philippe Casgrain raconte: pour un voyage aux États-Unis, j'avais emporté le prototype d'un sac de voyage extensible. Mais à l'usage, le fonctionnement de ce sac, supposé pratique, s'est avéré trop compliqué et m'a donné envie d'en concevoir un nouveau. C'est ainsi qu'est né l'Xtra Bag, un sac au patronage très particulier, coupé dans une pièce de toile unique. J'ai choisi de le faire réaliser dans du nylon, une matière à la fois légère et résistante que personne n'avait encore eu l'idée d'utiliser en bagagerie. Replié sur lui-même, ce sac était accompagné de son étui, ce qui permettait de le ranger aisément dans sa valise pour l'utiliser en appoint, d'où son nom. En 1993, j'ai retravaillé cette idée pour concevoir le pliage. Le pliage, ce sac en toile qui possède un rabat, deux poignées et deux petites oreilles en cuir de Russie coloris Mexico, se termine par un bouton pression sur le dos. D'un geste rapide, la matière se plie et se déplie pour prendre la place d'un livre de poche lourd comme le vent. Depuis le début, Philippe voit grand. Il décline le pliage en plusieurs tailles, du sac à main au bagage, et en plusieurs couleurs aussi. Une douzaine au moins, qu'il compte bien renouveler chaque saison. Les filles l'adoptent, leur mère aussi, voire leur grand-mère. Et les hommes ne sont pas en reste. On croise des messieurs chics dans les gares avec un large pliage en sac de voyage, un sac qui convient absolument à tout le monde. Les autres marques en rêvaient, et c'est Longchamp qui l'a fait. Xavier Auvillain, responsable des campagnes publicitaires pour Longchamp, explique: l'expression visuelle de Longchamp a poussé la féminité plus loin en la faisant entrer dans la mode. Mais quelle ambassadrice choisir? Nous n'avons pas tergiversé très longtemps. Kate Moss n'était pas un mannequin, c'était le mannequin. Un visage reconnaissable de New York à Tokyo, une icône de la mode. Le monde hippique de Longchamp s'est donc effacé peu à peu depuis les années 90 pour laisser place au territoire de la mode. Le petit destrier s'est transformé en véritable pur sang dans une course effrénée. Une course qui entraîne derrière elle 3000 employés contre 300 en 1988. Cette cadence a bien sûr obligé la société à peaufiner son réseau de distribution. Les filiales se renforcent en Chine, en Corée, en Espagne et au Royaume-Uni, si bien que la marque compte aujourd'hui plus de 2000 points de vente multimarques dans le monde. Cette année, Longchamp a fêté ses 75 ans. Si la continuité familiale a permis de préserver l'héritage, elle n'a pas pour autant empêché que la maison soit toujours de son temps. Cette faculté de se remettre en cause et de se réinventer a permis à Longchamp de traverser les époques. Et je trouve que c'est une réussite qui ressemble un peu à celle d'Hermès. Nos grands-mères portaient du Longchamp, et on en porte aussi. Bien que cette marque soit plus abordable que d'autres enseignes du luxe, son prestige et son intemporalité restent intacts. Je finirai cette vidéo avec cette citation de Jean Casgrain, petit-fils de Jean Casgrain, fondateur de la marque. J'imagine parfois ce que mon grand-père pourrait penser de Longchamp aujourd'hui, et j'espère qu'il serait fier de voir ce qu'est devenue son entreprise. Serait-il vraiment surpris du chemin parcouru? Je n'en suis pas certain. Les valeurs qu'il a insufflées à Longchamp constituent la clé de voûte de notre travail. Recherche de la qualité, sens de l'innovation et vision internationale. Au fil des années, nous avons simplement déployé ces valeurs sur d'autres territoires. En somme, tout a changé, mais rien n'a changé.